Bonjour, nous sommes samedi 22 août 2026. Et avant de commencer cette émission, permettez-moi de vous rappeler une fois encore de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, je réalise à nouveau cette émission depuis ma chambre d'hôtel en Allemagne, où je suis actuellement en vacances avec ma famille. Quoi qu'il en soit, tournons-nous maintenant vers les événements dans le monde. Et permettez-moi de revenir sur les événements liés au principal conflit qui se déroule actuellement dans le monde, à savoir le conflit en Ukraine. Même si toutes sortes d'autres choses se produisent désormais sur les marchés de l'énergie, dans le Golfe Persique et sur les marchés obligataires, sujet que j'essaierai d'aborder plus tard dans cette émission. Eh bien, commençons, comme je l'ai dit, par l'Ukraine. La nuit dernière, les Russes ont mené une nouvelle frappe majeure sur Kiev. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'ils frappent Kiev presque sans interruption, avec des missiles et des drones. La dernière frappe semble avoir été de moindre ampleur que celle des 2 jours et nuits précédents, ce qui laisse penser que ce grand cycle de frappe touche à sa fin. Cela dit, les dégâts restent importants. Et en particulier, selon le ministère russe de la Défense, les Russes ont détruit une installation ferroviaire à Kiev où étaient entreposées des locomotives. Et bien sûr, comme je l'ai évoqué à de nombreuses reprises dans de récentes émissions, les locomotives sont actuellement l'une des principales cibles de l'armée russe. Les Russes cherchent tout particulièrement à détruire le parc de locomotives ukrainien, parce qu'ils savent qu'en raison des différences d'écartement des voies, autrement dit de leur largeur, l'Occident ne peut pas remplacer ces locomotives. L'Ukraine utilise l'écartement russe, qui est plus large que celui utilisé en Occident. Et l'Ukraine dépend énormément de son réseau ferroviaire pour transporter des hommes, des fournitures et aussi des marchandises destinées à l'économie civile à travers le pays, à travers l'Ukraine. Et les Russes attaquent le réseau ferroviaire depuis déjà quelque temps. Ils se sont concentrés sur la destruction des locomotives, sans lesquelles, évidemment, les trains ne peuvent pas circuler. Et ils ont aussi frappé des stations de remplissage de gaz, comme je l'ai également évoqué. Cela rend bien sûr le transport routier, les déplacements par la route, beaucoup plus difficiles aussi. C'est donc une nouvelle frappe contre Kiev. Et l'on assiste maintenant à une extension des frappes contre Odessa et la région d'Odessa. Les Russes frappent continuellement Odessa et les différents ports qui s'y trouvent. Mais, comme je l'ai également expliqué dans une récente émission, les Russes étendent désormais leurs frappes au territoire situé à l'ouest d'Odessa. Ils attaquent les petites villes qui servent aussi de port sur le Danube, comme Ismaïl et d'autres. Et pour l'essentiel, ces frappes contre ces lieux sont menées par des drones. Certains avancent l'idée que les Ukrainiens, conscients que les ports ukrainiens de la mer Noire, Odessa en premier lieu, sont désormais fermés, essayent maintenant d'importer des marchandises par voie maritime. Des navires transportant ces marchandises passent par les eaux territoriales roumaines, puis remontent le Danube, où ils déchargent dans ces ports. Ensuite, le transit de ces marchandises ne s'effectue pas par le réseau routier et ferroviaire ukrainien, du moins pas au début. Mais ensuite, ils remontent vers le nord, en Moldavie. Et bien sûr, sous le gouvernement de Maia Sandu, la Moldavie est fortement alliée à l'Ukraine et la soutient. Ces marchandises parviennent alors à transiter. Elles sont transférées à travers le centre de l'Ukraine, loin des zones visées par les frappes de drones et de missiles russes. Elles sont ensuite acheminées par les routes et les liaisons de transport du centre de l'Ukraine vers Kiev et vers les villes, et finalement, bien sûr, vers l'armée ukrainienne.
Si je parle de l'armée ukrainienne, c'est parce que tout trafic qui doit remonter le Danube par barge, et c'est bien de cela dont nous parlons maintenant, surtout à une période comme celle-ci, où le Danube est extrêmement peu profond en raison de la baisse du niveau de l'eau causée par un été très chaud. À mon avis, Terrestile immondices transportés, ainsi en remontant le Danube, ne peuvent être que des biens militaires, des cargaisons militaires. In my opinion, they can only be military goods, military cargoes. I can't imagine that civilian goods. Je n'imagine pas que des marchandises civiles puissent être transportées ainsi en grande quantité. Évidemment, ce n'est pas un moyen efficace d'importer des biens civils. Nous devons donc parler de fournitures militaires venant de l'Ouest et très probablement aussi de Turquie, d'ailleurs. C'est peut-être ainsi que les missiles Attack-MS et les armes à sous-munitions que la Turquie et les États-Unis ont récemment convenu que la Turquie fournirait à l'Ukraine. Enfin, c'est vraisemblablement par cette voie qu'ils arrivent en Ukraine. Il s'agit donc clairement, ou du moins c'est ce qu'il me semble, de trafic militaire. Et d'ailleurs, cela confirme autre chose. Constanța elle-même, le port roumain sur la mer Noire, que certains pensaient que les Ukrainiens pourraient utiliser comme port alternatif, comme autre port et autre corridor de transport, est en réalité essentiellement inutilisable. That Constanța is essentially unusable. Presumably, it is already operating at high levels of capacity. On peut supposer qu'il fonctionne déjà à des niveaux de capacité élevés, en assurant le trafic commercial habituel de Constanța. Il n'a tout simplement pas la capacité d'importer et d'exporter des marchandises pour l'Ukraine, en remplacement des ports de la mer Noire. Quoi qu'il en soit, les Russes sont évidemment au courant de tout cela, de l'ensemble de ce trafic, et ils attaquent désormais les infrastructures portuaires le long du Danube en Ukraine. Et bientôt, je n'en doute pas, ils vont aussi commencer à attaquer les barges. Lorsque les drones à longue portée Geran 4 et Geran 5 arriveront, avec leurs moteurs à réaction, leur guidage électro-optique et leur réception de signaux du système Razvedka pleinement opérationnel. Et je soupçonne qu'ils opèrent déjà, dans une certaine mesure. Ensuite, bien sûr, ils vont s'en prendre aux barges sur le Danube. Or, les barges sont de gros objets lents, très difficiles, j'imagine, à protéger. Et franchement, elles seraient des cibles très faciles pour les drones russes. C'est un jeu très dangereux auquel se livrent l'Ukraine, la Moldavie et, soit dit en passant, la Roumanie. Car ce trafic sur le Danube, dans la mesure où il a lieu, se déroule très près de la frontière roumaine. Et le risque que la guerre déborde d'Ukraine vers la Roumanie est tout à fait réel. Certains avancent que des avions de chasse roumains devront bientôt opérer dans l'espace aérien ukrainien pour intercepter les drones russes venant dans cette direction, parce que les Russes y verront une tentative de l'OTAN d'établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus d'une partie de l'ouest de l'Ukraine. Les Russes ont clairement indiqué qu'ils ne le toléreraient pas et que tout avion de chasse, roumain ou provenant de n'importe quel pays de l'OTAN, qui entrerait dans l'espace aérien ukrainien serait considéré par les Russes comme participant directement à la guerre. Et les Russes ont évidemment les moyens d'abattre certains de ces avions. Certains chasseurs russes dans cette zone utilisent des missiles à longue portée et des radars. Ils peuvent sans aucun doute repérer et abattre des avions de chasse opérant sur le territoire ukrainien, dans l'ouest de l'Ukraine, dans la région du Danube. Et personnellement, je me demande bien ce qui commencera à se passer si nous lisons des récits faisant état d'avions de l'OTAN abattus de cette manière. Il est très probable qu'au début, on cherche à nier que cela se produise. Mais inévitablement, passé un certain point, les récits à ce sujet vont se répandre. Et en Roumanie, je pense qu'il y aurait une opposition considérable à ce que la Roumanie elle-même soit davantage entraînée dans la guerre.
Mais bien sûr, il n'existe aucun moyen d'être totalement certain de la façon dont certaines personnes en Occident réagiraient. Et j'ai déjà longuement parlé, dans des émissions précédentes, de mes propres craintes. À mesure que la situation en Ukraine se dégrade encore, les appels à une intervention directe de l'Occident dans le conflit vont s'intensifier afin d'empêcher un effondrement ukrainien. Quoi qu'il en soit, voilà la situation dans le ciel ukrainien. Anyway, that's the situation in the sky over Ukraine. The Ukrainians themselves conducted more drone strikes. Les Ukrainiens eux-mêmes ont mené davantage de frappes de drones contre la Russie. Je remarque qu'ils commencent maintenant à attaquer des entrepôts appartenant aux concurrents de Whiteberries, le groupe Ozon. Peut-être qu'ils n'ont plus d'entrepôts Whiteberries à détruire. Cela dit, d'après mes contacts en Russie, Whiteberries continue de fonctionner efficacement. Il y a quelques retards, mais on est loin d'un effondrement. L'entreprise continue de travailler et de fournir des marchandises à ses clients. Je le précise simplement. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être la raison pour laquelle les grands entrepôts de Whiteberries sont désormais pour la plupart détruits, ou bien il se pourrait que les sites de Whiteberries soient désormais mieux protégés, qu'ils aient commencé à se doter de défenses antiaériennes et qu'ils deviennent de plus en plus difficiles pour les Ukrainiens d'attaquer les entrepôts de Whiteberries. Ils reportent donc maintenant leur attention sur les entrepôts d'Ozon. Je dis ça comme ça. Et je crois qu'il y a eu récemment une attaque contre une raffinerie. L'agence de presse russe TASS a minimisé cette frappe en particulier. Là encore, elle a affirmé qu'elle visait une installation de stockage. Et cette raffinerie, apparemment, du moins selon TASS, reste en activité. Quant à la situation globale du carburant, le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak, a présidé une nouvelle réunion du groupe au sein du gouvernement russe qui supervise et suit désormais la situation du carburant dans toute la Russie. Eh bien, nous n'avons pas de compte-rendu complet de ce qui a été discuté là-bas. Mais l'impression générale, c'est que ce groupe, ce comité, travaille désormais à mettre en place des systèmes pour rénover, entretenir et, si nécessaire, réparer plus rapidement les raffineries. C'est quelque chose que jadis, toutes les grandes puissances auraient été capables de faire. Si vous connaissez, comme moi dans une certaine mesure, et même dans une large mesure, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, les Soviétiques, les Américains et les Britanniques disposaient d'énormes capacités d'ingénierie et de solides compétences de gestion. Et s'ils devaient, comme c'était souvent le cas, surtout pour les Allemands et les Soviétiques, agir pour maintenir la production dans des usines qui avaient auparavant été attaquées ou perturbées, ils mettaient en place des systèmes pour déployer des ingénieurs mobilisés et des ressources afin de réparer les dégâts et de le faire très rapidement. Les Russes conservent sans aucun doute ces compétences, tout comme les Chinois, et même davantage d'ailleurs. Et je vais dire ce dont je suis fortement convaincu. Si en temps de paix, une raffinerie en Russie devait fermer, disons, pendant 1 mois pour une maintenance indispensable, dans les conditions d'urgence plus pressantes auxquelles ils font face aujourd'hui, les Russes sont probablement capables de réduire ce délai de façon drastique. Peut-être à quelques jours seulement, 1 semaine environ, voire moins, simplement quelques jours. En Occident, en Europe et même aux États-Unis, ces compétences n'existent plus. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la situation globale du carburant en Russie reste stable. Et pourquoi cette campagne contre le complexe russe des carburants et de l'énergie, lancée par les Ukrainiens il y a quelques semaines, est vouée au final à échouer. Bien sûr, je dis cela alors que, si vous lisez certains médias occidentaux, ils parlent encore de pénurie de carburant dans toute la Russie. Pourtant, ces pénuries ont pratiquement pris fin, du moins dans la grande majorité des régions russes,
comme me l'ont encore indiqué diverses sources et comme Stanislav Krapivnik l'a souligné dans plusieurs émissions. Mais, bien sûr, les médias occidentaux sont dans le déni à ce sujet. J'ai lu il y a seulement quelques jours un article dans The Guardian qui pourrait vous faire croire que toute la situation du carburant, toute la situation de l'essence en Russie dépend désormais de l'essence importée. Et le comble, c'est que cet article, tout entier, quand on le lit attentivement, tournait autour d'une seule livraison d'essence raffinée, acheminée par un pétrolier venant d'Inde. Donc, évidemment, c'est absurde. Mais c'est pas plus absurde qu'une grande partie des autres absurdités que nous continuons d'entendre dans les médias et de la part de toutes sortes d'autres personnes. Moi, j'appelle ça des absurdités. Ce serait peut-être une description plus juste, des vœux pieux extrêmes. Quoi qu'il en soit, la guerre aérienne, autrement dit, continue. La guerre dans le ciel continue. L'Ukraine continue d'être pilonnée chaque jour. Mais les évolutions sur les lignes de front sont peut-être encore plus spectaculaires. Dans les dernières émissions, je me suis beaucoup concentré sur la situation à Orekov, dans la région de Zaporojie. D'ailleurs, au cours des dernières 24 heures, les Russes ont encore progressé dans la zone de Zaporojie. Je crois que le groupe de forces Est continue d'avancer vers l'ouest et le sud-ouest, au-delà de la rivière Verkhnia Tersa. Ils y nettoient désormais les différents villages qui formaient autrefois une ligne de défense ukrainienne dans cette zone. Et ils se rapprochent toujours plus du moment où ils couperont les dernières voies de ravitaillement vers Orekov. Les routes de ravitaillement, qui, soit dit en passant, je soupçonne de ne plus être réellement opérationnelles. Mais les nouvelles les plus dramatiques viennent de plus au nord, dans le Donbass. Et c'est sur elles que je me tourne maintenant. Car hier, le journal gouvernemental russe Redovka publiait à Smolensk, très clairement, comme je l'ai expliqué dans de nombreuses émissions, situé du côté nationaliste et patriotique de l'échiquier politique russe, très fervent soutien de la guerre, de l'opération militaire spéciale. Un journal dont il faut prendre en compte les biais lorsqu'on utilise les informations qu'il fournit, mais qui, néanmoins, comme j'ai pu le constater pendant de nombreux mois, a accès à des informations très fiables, sans aucun doute provenant de sources au sein de l'armée russe. From sources within the Russian military. Anyway, Redovka has provided us with a very Quoi qu'il en soit, Redovka nous a fourni une analyse très intéressante de la situation autour de Dobropilla. Premièrement, elle confirme les informations selon lesquelles les Russes contrôlent des territoires dans l'est de Dobropilla, ainsi que les terrils, les mines de charbon et les usines situées à l'est de la ville. Mais l'article se concentre surtout sur ce qui se passe au sud de Dobropilla, dans la zone où est active la 76e division aéroportée de la Garde, la division de parachutistes de l'armée russe. Et comme je l'ai souligné dans plusieurs émissions déjà, le commandant de cette division a récemment eu une conversation avec le président Poutine lui-même. Une conversation téléphonique avec le président Poutine lui-même, dont le Kremlin nous a fourni ce qui était, sans aucun doute, une transcription soigneusement éditée. Une seconde. Redovka nous a maintenant fourni un compte-rendu très détaillé de ce qui se passe au sud de la ville de Dobropilla. Et fait intéressant, tout en confirmant que la ville de Bilitske, située entre Dobropilla et Rodinsk, puis plus au sud, Pokrovsk-Mirnorad est sous contrôle russe. Redovka affirme qu'il reste encore des troupes ukrainiennes retranchées dans la mine de Bilitske et dans certains bâtiments qui s'y trouvent. Cette mine est située à une certaine distance à l'ouest de Bilitske. Je dis que ces troupes sont retranchées parce que là encore, selon Redovka, elles sont complètement encerclées, sans aucun espoir d'être secourues par l'armée ukrainienne.
In other words, they're trapped. But Autrement dit, ils sont piégés, mais ils ne peuvent pas recevoir de ravitaillement par la route ni par voie terrestre. Les seuls approvisionnements qu'ils peuvent encore recevoir sont envoyés par ces gros drones ukrainiens, très lourds, que les Ukrainiens utilisent quand ils le doivent pour tenter d'acheminer de la nourriture et tout ce qui peut l'être aux troupes ukrainiennes lorsqu'elles se retrouvent ainsi encerclées. C'est d'ailleurs une méthode très insuffisante pour ravitailler des hommes au combat. On peut leur fournir une certaine quantité de nourriture de cette manière, mais on ne peut pas leur apporter d'eau fraîche. Et cela nous ramène peut-être aux plaintes d'une autre unité militaire ukrainienne qui était encerclée, je crois, à Orekhov. Dans une vidéo de cette unité ukrainienne, les soldats se plaignaient d'être réduits à boire leur propre urine, ce dont, soi-disant, est doute pyromancing. By the way, I am deeply skeptical about. I would have thought that soldiers who try to do that would become. J'aurais pensé que des soldats qui tenteraient de faire ça tomberaient très gravement malades, très vite, et ne pourraient pas continuer à se battre. Mais quoi qu'il en soit, ce dont parlaient essentiellement ces soldats, c'est qu'ils souffrent de graves pénuries d'eau. Et je soupçonne qu'il en va de même pour les troupes ukrainiennes, retranchées dans la mine de Bilitsk, à moins qu'elles ne disposent d'une source d'eau locale. Ce qui est évidemment possible dans la zone d'une mine de charbon, qui, comme toute autre installation industrielle, a besoin de beaucoup d'eau et où il peut y avoir des canalisations et d'autres systèmes pour l'acheminer. Quoi qu'il en soit, mettons cela de côté. Rodovka affirme qu'il y a encore des troupes ukrainiennes qui tiennent dans cet endroit. Mais il affirme aussi que le point clé des défenses ukrainiennes au sud de la ville de Dobropilya est un village situé au sud-ouest de Dobropilya, qui, de manière assez déroutante, porte lui aussi le nom de Dobropilya. C'est un problème récurrent dans cette partie du monde, comme on l'a vu à de nombreuses reprises. Beaucoup d'endroits portent exactement le même nom. Et dans ce cas précis, il y a deux lieux, la ville de Dobropilya et le village de Dobropilya. Et pour compliquer encore les choses, ils sont situés très près l'un de l'autre. Le point essentiel, c'est que si les Russes parviennent à prendre ce village, cela leur permettrait de fait d'encercler Dobropilya, car il se trouve au sud-ouest de la ville. Au-delà de ce village, il n'y a plus d'obstacles. Les forces russes progressant vers le nord pourraient entrer dans l'ouest de Dobropilya. Les troupes ukrainiennes, qui combattent toujours dans Dobropilya, devraient alors contenir les Russes avançant depuis l'est de la ville. Cela les placerait en situation d'encerclement opérationnel. Je dirais rapidement qu'il y a aussi une nouvelle avancée russe au nord de Dobropilya. Elle vient là encore de forces russes situées à l'est de Dobropilya. Elles commencent elles aussi à progresser vers l'ouest, au nord de Dobropilya, et les Russes ont désormais diffusé des images montrant leurs drones détruire des véhicules sur une route, la principale route de ravitaillement vers Dobropilya depuis le nord. Cette route devient donc rapidement impraticable. Les Russes avancent vers elle, ils vont donc bientôt la couper et ils pourraient également entrer dans Dobropilya par le nord. Dobropilya risque donc d'être encerclée. Il y a quelques jours, je crois il y a environ 2 jours, dans une autre émission, j'ai dit qu'un blogueur ukrainien qui est reporté de guerre, si vous voulez, et qui serait apparemment opérateur de drones dans la région de Dobropilya, affirmait que la situation à Dobropilya était terrible et que la ville risquait désormais d'être encerclée de manière imminente. Eh bien, nous pouvons maintenant voir comment cela évolue. Tout cela m'amène au point suivant. La nuit dernière, hier, des informations ont indiqué que le village de Dobropilya, situé au sud-ouest de Dobropilya, dont la prise permettrait aux Russes d'avancer vers le nord, de contourner Dobropilya par l'ouest et d'y pénétrer par l'ouest, ce village de Dobropilya aurait désormais été pris par l'armée russe.
Eh bien, c'est un peu surprenant, parce que l'article de Redovka que j'ai lu hier soir laissait entendre que les Ukrainiens mèneraient un combat très acharné et déterminé pour défendre le village de Dobropilla. Car ils sauraient que, si ce village était perdu, l'encerclement opérationnel de la ville de Dobropilla deviendrait rapidement une réalité. Et bien sûr, si la ville est encerclée, cela entraînerait l'effondrement rapide de la défense ukrainienne dans cette ville, la ville de Dobropilla, qui est d'une importance critique. En fait, si je peux remonter un peu dans le temps, je me souviens d'une bataille qui a eu lieu à la fin de l'été, au début de l'automne 2024, dans une ville bien plus à l'est que ces lieux. Il s'agit de la ville de Selidov, située au sud de Pokrovsk. Je me souviens que la bataille de Selidov s'est déroulée exactement de cette manière. Les Russes ont avancé sur Selidov depuis l'Est. Les combats étaient intenses. Les Ukrainiens ont réussi, pendant un temps, à contenir l'avancée russe venant de l'Est. Mais ensuite, les Russes ont pris toutes sortes de localités au sud de Selidov. Ils ont fini par la contourner par l'ouest. Puis les Russes ont mené toute une série d'avancées rapides sur Selidov depuis plusieurs directions. L'Est, le Sud, l'Ouest et même, dans une certaine mesure, le Nord. À ce moment-là, la résistance à Selidov s'est effondrée très rapidement. On dirait que la même chose est en train de se produire à Dobropilla. Quoi qu'il en soit, l'idée est que Redovka estimait que pour empêcher cela, les Ukrainiens voudraient défendre Dobropilla, le village et non la ville, aussi longtemps que possible, et qu'il faudrait de nombreux jours, voire des semaines de combat pour prendre ce village. C'est ce que Redovka rapportait hier soir. Mais hier soir, nous avons aussi reçu des informations selon lesquelles le village de Dobropilla avait été pris par l'armée russe, ce qui permettrait à tous ces scénarios de se dérouler. À l'heure où cette émission est enregistrée, le ministère russe de la Défense n'a pas confirmé la prise du village de Dobropilla. Il se peut que ces informations, qui provenaient toutefois de sources russes très fiables, soient prématurées, qu'elles devancent les événements. Mais à mon avis, le village de Dobropilla est effectivement tombé, ou, s'il n'est pas encore tombé, il le sera très bientôt. Et le scénario d'encerclement dont nous venons d'entendre parler va lui aussi, effectivement, se concrétiser très bientôt. Dobropilla tombera alors, et les Russes contrôleront de fait les principales positions ukrainiennes dans l'ouest du Donbass. Et la source sur laquelle s'appuie Scott de Calibrated, dont il a désormais confirmé qu'il s'agit bien d'un soldat de l'armée russe, également présent dans la zone de Dobropilla, affirme elle aussi que les Russes entendent maintenant reprendre les villages de Zoloty Kolodiaz et de Kucherivyar. Ils les avaient brièvement tenus en août et septembre 2025, dans ce qui était essentiellement un raid visant à perturber les défenses ukrainiennes à Pokrovsk. Quoi qu'il en soit, les Russes reviennent maintenant dans ces villages. Et si cela se produit, comme je l'ai dit, et je l'ai déjà dit auparavant, alors, après la chute de Dobropilla, avec Bilitsk sous contrôle russe, Rodinsk sous contrôle, tous ces villages sous contrôle, et les villages jusqu'à des endroits comme Toretsk, Petrivka, et ainsi de suite, vous avez une très très vaste zone sous contrôle russe au sud-ouest de l'agglomération Sloviansk-Kramatorsk. Elle est idéalement située pour permettre à l'armée russe de remonter vers le nord et de mener un vaste encerclement stratégique des troupes ukrainiennes à Sloviansk et Kramatorsk. C'est une bataille très importante qui, semble-t-il, se déroule actuellement dans le Donbass. Nous avons aussi, bien sûr, des combats en cours à Alexeyevo-Drushkivka, où la présence des Russes est avérée. Et les Russes poussent sur Drushkivka même, située au nord d'Alexeyevo-Drushkivka. Elle est l'ouest.
that an attack on that town is Il est about to fort happen probable too. qu'une attaque And contre anyway, cette we see ville that in this soit area, également on the imminente. southern and Et de toute façon, on voit bien que dans cette zone, sur le flanc sud-ouest et sud-ouest de la ligne de ville fortifiée, la situation tourne désormais très très mal pour les Ukrainiens. En fait, je ne pense pas qu'il soit exagéré de parler d'une situation désastreuse qui commence à se dessiner ici. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons d'autres informations venant de personnes comme Suryak, mais aussi d'autres sources sur la situation plus au nord et à l'est de Slaviansk. Des affirmations font état de troupes russes dans le village de Nikolaïevka, qui est en gros une banlieue est de Sloviansk, et indiquent que les Russes sont entrés sur le site de la centrale thermique de Sloviansk et qu'ils y consolident maintenant leur position. on the territory of the Slavyansk thermal power plant. These reports now, well, again, Ces informations, encore une fois, n'ont pas été publiées de manière concluante ni définitivement confirmées, mais elles deviennent si solides et elles proviennent de tant de sources, dont la plupart sont effectivement fiables, qu'il est très difficile de croire que ce ne soit pas aussi ce qui se passe réellement sur le terrain. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Si les Russes n'ont pas encore annoncé la prise de Liman, c'est parce qu'ils considèrent Liman, Nikolaïevka, la centrale thermique de Slaviansk et l'autre ville de Sviatogorsk, un peu plus au nord-ouest, comme faisant partie d'une seule et même bataille. Et pour diverses raisons, sur lesquelles je ne vais pas essayer de spéculer, ils veulent annoncer la prise de tous ces lieux pratiquement au même moment, car cela confirmera une victoire russe décisive dans cette zone. a conclusive Russian victory in this area. So, the key thing to say here Donc, le point essentiel à souligner ici, c'est que l'importance de tous ces lieux a été expliquée il y a quelques mois dans une émission que nous avons faite avec lui sur The Duran par Stanislav Kropivnik, qui connaît le terrain. Et cela est également confirmé, soit dit en passant, dans ses remarquables reportages de guerre par le correspondant militaire russe Marat Khairulin. Tous ces territoires constituent aussi des hauteurs. La prise de toutes ces positions permet aux Russes non seulement de menacer d'entrer dans la ville de Sloviansk, mais aussi de fait d'encercler Sloviansk et l'agglomération Sloviansk-Kramatorsk par le nord. Dans le même temps, les développements à Dobropilia, Alexevka, Drushkovka, Drushkivka et dans tous ces autres endroits créent les conditions d'un encerclement de cette ligne de ville fortifiée par le sud. of this line of fortified towns from the south. So, this is what is playing. Voilà donc ce qui se joue ici, dans le secteur clé de la bataille du Donbass. Elle ne se dirige pas seulement vers sa fin, elle se dirige vers une fin qui risque d'être très catastrophique pour les Ukrainiens, avec des pertes extrêmement lourdes à un moment où leur armée manque tellement d'effectifs qu'elle ne peut tout simplement pas absorber ces pertes. J'ai récemment parlé dans une émission de la situation générale en Ukraine. L'Ukraine traverse de multiples crises. Le blocus de ses ports maritimes, qui en a fait un pays enclavé, la crise dans le ciel, que les contre-attaques pour l'essentiel inefficaces, que l'Ukraine mène avec des drones à l'intérieur de la Russie ne peuvent pas corriger. Drones inside Russia cannot redress the fact that supplies in some Le fait que les approvisionnements commencent maintenant à manquer dans certaines villes. Des articles paraissent aussi dans les médias occidentaux, expliquant que les rayons des supermarchés à Kiev et ailleurs se vident, parce que les entrepôts où la nourriture était stockée ont désormais été détruits par des frappes russes, et que le système de transport commence lui aussi à s'effondrer. Et bien sûr, comme je l'ai également évoqué, la production agricole connaît elle aussi un effondrement majeur, de même que la production industrielle dans son ensemble. L'économie proprement ukrainienne, celle qui fonctionne à partir des ressources ukrainiennes, est désormais en chute libre. Et tout ce qui maintient encore l'Ukraine à flot, ce sont les injections continues de financement venues de l'Occident. Infusions of funding from the West. And I spoke about my
revulsion. Et j'ai évoqué mon indignation face à un article paru dans le Financial Times, signé par le journaliste dissident russe et je crois économiste et spécialiste des questions économiques Alexander Gabouyev. Dans cet article, il écartait avec désinvolture, me semble-t-il, les conséquences du blocus de la mer Noire ukrainienne, en disant que toutes les pertes financières que l'Ukraine subirait de ce fait seraient compensées par des financements supplémentaires de l'Union européenne. Eh bien, je ne suis pas certain que cela puisse durer très longtemps. I am not sure how far this can be sustained. And there is an article, and I should stress. Et il y a un article, et je dois souligner une fois de plus que cet article vient de TASS, l'agence de presse russe. Donc encore une fois, il faut tenir compte des biais. Mais quoi qu'il en soit, selon les calculs de TASS, l'Ukraine n'est pas parvenue à obtenir plus de 36 milliards de dollars de financement qu'elle attendait de ses partenaires occidentaux. En 2026, les autorités ukrainiennes visaient 49 milliards de dollars de soutien financier international, dont des aides de l'Union européenne, du FMI et de la Banque mondiale. À ce jour, les partenaires occidentaux ont fourni moins de 13 milliards de dollars, ce qui laisse Kiev avec un déficit de plus de 36 milliards de dollars nécessaire pour équilibrer son budget de l'État. Needed to balance its state budget. Now this brings me back to the vexed question. Cela me ramène maintenant à la question épineuse du prêt de 90 milliards d'euros que l'Union européenne était censée accorder à l'Ukraine, à la suite d'une décision du Conseil européen prise en décembre dernier. J'ai longuement évoqué mon propre désarroi face à ce prêt. Au départ, il semblait devoir être financé par l'émission d'obligations sur les marchés financiers internationaux, une sorte d'euro-obligation. Je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque émission de telles obligations. Et alors qu'une crise obligataire mondiale semble désormais se dessiner sur les marchés financiers internationaux, eh bien, il me semble que ce soit un moment plutôt mal choisi pour commencer à placer ces obligations. Those bonds. Some money has been flowing to Ukraine. De l'argent a été versé à l'Ukraine et nous avons entendu certains rapports selon lesquels certaines tranches de ce prêt, désormais évidemment fournies par des gouvernements européens plutôt que levées sur les marchés obligataires internationaux, ont été transférées à l'Ukraine. Il est très difficile d'obtenir des chiffres précis. Mais nous voyons que TASS, qui est, il faut le dire, une agence de presse sérieuse, comme je l'ai dit, elle a sans aucun doute ses biais, compte tout de même des personnes très très compétentes, notamment dans ses services finances et économie. Quoi qu'il en soit, leurs calculs montrent que sur les fonds qui devaient être reçus cette année, le prêt de 90 milliards d'euros était censé permettre à l'Ukraine de tenir pendant 2 ans, en 2026 et 2027. Les sommes allouées à l'Ukraine, toutes sources confondues, qu'il s'agisse du prêt, des agences internationales, du FMI ou de la Banque mondiale, sont très loin d'atteindre ce qui avait été promis à l'Ukraine au début de 2026. Ce n'est pas dû à un manque de volonté de la part de l'Occident. C'est parce que l'Union européenne, les États-Unis et les gouvernements européens entrent tous dans ce qui commence à ressembler au premier stade, non seulement d'une crise budgétaire, nous sommes en crise budgétaire dans tout l'Occident depuis déjà quelque temps, mais aussi au premier stade de ce qui pourrait évoluer, et que beaucoup pensent voir évoluer cet été, en une véritable crise financière mondiale. Et bien sûr, cela dissuade fortement les ministères des Finances d'effectuer de nouveaux transferts budgétaires vers l'Ukraine. Pour mémoire, j'ai entendu dire que la Grande-Bretagne, malgré toute sa rhétorique courageuse sur son soutien indéfectible à l'Ukraine, sous son nouveau chancelier de l'échiquier, John Healey, et son nouveau Premier ministre, Andy Burnham, a en réalité réduit les transferts financiers vers l'Ukraine par rapport au niveau élevé des années Starmer.
Et il se pourrait que la même chose se produise dans toute l'Europe. Quoi qu'il en soit, TASS affirme ensuite qu'il existe donc désormais un déficit non couvert de 36 milliards de dollars, dont l'Ukraine a besoin pour équilibrer son budget de l'État. L'Ukraine enregistre un déficit budgétaire record depuis plusieurs années. Kiev reconnaît que le pays a complètement épuisé ses ressources intérieures, ce qui rend la levée de fonds de plus en plus difficile. Making it increasingly difficult to raise funds. Now that is a key sentence because of course what it is saying. Voilà une phrase essentielle, parce que ce qu'elle dit, et bien sûr c'est une source russe qui nous le dit, pas une source ukrainienne, c'est qu'elle s'appuie, selon elle, sur un aveu de l'Ukraine, vraisemblablement du gouvernement ukrainien. L'Ukraine n'est plus en mesure de lever des fonds à l'intérieur du pays. Sa capacité à obtenir des ressources par l'impôt ou par l'emprunt intérieur a disparu. C'est exactement ce à quoi on s'attend lorsque l'économie s'est effondrée, comme je l'ai dit. Et par conséquent, toute réduction des financements occidentaux, c'est-à-dire, au final, des financements de l'Union européenne, du FMI et de la Banque mondiale, toute réduction des financements provenant de ces sources revêt une importance existentielle. Significance. And TASS quotes the former Ukrainian foreign minister. Et l'agence TASS cite l'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, un nationaliste fervent et un partisan de la ligne dure dans le paysage politique ukrainien, soit dit en passant. Il a déclaré le 18 août, autrement dit il y a quelques jours, que Kiev avait atteint le plafond du soutien international et ne recevrait pas davantage de l'Occident que ce qui lui est actuellement fourni. Kiev doit faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'elle calcule sur quoi elle peut compter de la part de sources extérieures. Et ce, alors même que le gouvernement ukrainien tente d'obtenir 52 milliards de dollars de financement de l'Occident en 2027, alors qu'il n'a jusqu'à présent reçu que 13 milliards sur les 49 milliards promis à l'Ukraine pour cette année. For Ukraine for this year. Now, the political Aujourd'hui, l'impératif politique pour les gouvernements occidentaux et surtout les gouvernements européens de continuer à soutenir l'Ukraine reste extrêmement fort. Et s'ils survivent tous, et s'il n'y a pas de crise financière majeure à l'automne, je pense qu'ils bricoleront de nouveaux financements à envoyer à Kiev pour maintenir Zelensky en place et poursuivre la guerre. Mais, pour répéter ce que j'ai déjà dit à maintes reprises, si l'Ukraine ne peut pas lever des fonds sur le plan intérieur, et nous verrons qu'elle ne le peut pas, si son déficit des comptes courants, déjà très élevé avant que le pays ne devienne pratiquement enclavé, est bien pire maintenant qu'il l'est devenu. which is far worse now since it has become landlocked. If its current account deficit continues to explode, Si son déficit courant continue d'exploser de manière continue, et si la guerre, avec les dépenses massives qu'elle entraîne pour l'armée, la bureaucratie, tous les gens en Ukraine qui travaillent dans ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel ukrainien, lequel me semble être, au fond, un mécanisme de transfert d'argent vers diverses personnes bien introduites. Mais passons là-dessus. Si ce niveau de dépenses n'est pas drastiquement réduit, alors, personnellement, je ne vois pas comment l'Ukraine peut éviter une situation d'hyperinflation. En fait, à mon avis, l'Ukraine a frôlé l'hyperinflation à plusieurs reprises depuis la prise de pouvoir du Maïdan en février 2014. Elle a été très proche de ce scénario précis durant l'hiver 2014-2015. very close to exactly that scenario in the winter of 2014-2015. And Et on s'en est de nouveau beaucoup rapproché, surtout depuis le début de l'opération militaire spéciale en février 2022. Et, pour le dire très simplement, s'il y a une crise financière en Occident à l'automne, si les financements pour l'Ukraine se tarissent, alors, aussi fanatiques et obsessionnels que puissent être certains en Europe sur la question ukrainienne, si nous sommes en crise financière, personne ne doit douter que chaque dollar, chaque euro et chaque centime sera en gros affecté à la gestion de cette crise.
parce que cela deviendra l'impératif absolu immédiat et prioritaire pour tous ceux qui font partie du système économique et politique occidental. Si le flux de fonds vers Kiev se tarit comme Kuleba l'envisage, alors je n'arrive pas à imaginer que l'Ukraine puisse éviter l'hyperinflation. Et ce qu'il faut comprendre des épisodes d'hyperinflation, c'est qu'ils surviennent très vite et très brutalement. On peut rester longtemps dans une situation où l'inflation est élevée, mais où les choses continuent tant bien que mal à fonctionner. Puis le point de rupture arrive. La confiance dans le système monétaire s'effondre et la valeur de la monnaie sur le marché intérieur s'écroule. Et bien sûr, dans des conditions de défaite militaire, ce processus a tendance à s'accélérer. On entre alors dans une boucle de rétroaction, car l'effondrement de la monnaie et du système financier affaiblit lui-même les efforts militaires qui subsistent. Si les soldats ne peuvent pas être payés, si les armes ne peuvent pas être financées, alors les armées commencent à se désagréger. On peut donc imaginer que tous ces éléments se conjuguent et évoluent de cette manière extrêmement rapidement. Eh bien, nous n'en sommes pas encore là. Et comme je l'ai dit, à mon avis, depuis 2014, l'Ukraine s'est approchée à plusieurs reprises d'épisodes d'hyperinflation. Mais grâce au soutien financier qu'elle reçoit de l'Occident, elle a pu les éviter. Tout ce que je dis, c'est qu'il serait peut-être dangereusement complaisant de supposer qu'elle pourra continuer à les éviter indéfiniment à l'avenir. Si un pays devient aussi fortement dépendant des financements extérieurs que laisse l'Ukraine, alors c'est, oserais-je le dire, un accident, une crise qui ne demande qu'à arriver. Si l'on revient à la célèbre crise d'hyperinflation qui a submergé la République de Weimar en Allemagne dans les années 1920, elle est elle aussi survenue parce que l'Allemagne, pour des raisons que je ne vais pas détailler ni exposer dans cette émission, était devenue trop dépendante des financements extérieurs et enregistrait alors un très important déficit de sa balance courante. Tout cela a soudainement entraîné un effondrement de la confiance dans la monnaie et dans le système financier. Enfin, nous verrons bien ce qui se passera. Mais je pense que nous devons garder ce fait très présent à l'esprit. Dans ce genre de guerre, tout s'accumule. Les défaites sur le champ de bataille, l'effondrement de l'économie, la chute vertigineuse de la production industrielle, tout cela peut contribuer à des épisodes d'hyperinflation. Et l'hyperinflation elle-même commence alors à saper l'effort de guerre. Au passage et pour mémoire, les historiens de l'économie de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, diraient que quelque chose de très similaire commençait aussi à se produire en Allemagne durant les derniers mois de la guerre. Et cela a également contribué à accélérer l'effondrement complet qui s'y est produit. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je voulais dire sur cette situation. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une prédiction ferme des événements. Tout dépend de la mesure dans laquelle le financement occidental se poursuit. Mais, comme je l'ai dit, s'il doit y avoir une crise financière en Occident, comme beaucoup le pensent, alors cela aura inévitablement un effet sur la situation en Ukraine. Et un effet très marqué et très évident d'ailleurs. À présent, je dois dire que nous avons vu une personnalité venue d'Occident, Johann Vadeful, le ministre allemand des Affaires étrangères. Il vient soudainement d'arriver à Kiev. À peu près au même moment, j'ai remarqué que l'ancien responsable américain, le général Keith Kellogg, qui a été pendant un temps l'envoyé de paix du président Trump, chargé de tenter de régler le conflit en Ukraine, mais qui, bien sûr, a aussi adopté une position extrêmement pro-ukrainienne. Quoi qu'il en soit, à peu près au même moment, Keith Kellogg est apparemment en visite à Odessa.
Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le ministère allemand des Affaires étrangères nous indique que cette visite portera surtout, entre autres, sur les préparatifs pour l'hiver. Il s'agit notamment de fournir des générateurs, des pièces de rechange et d'autres équipements énergétiques, de soutenir le secteur énergétique ukrainien, ainsi que de prendre des mesures pour protéger les infrastructures critiques. On nous dit aussi que Wadephul, tout cela vient du ministère allemand des Affaires étrangères, discutera d'un approfondissement de la coopération avec l'Ukraine dans le domaine de la défense et de la sécurité, principalement en renforçant les capacités militaires, en échangeant des expériences et en mettant conjointement en place des structures de sécurité à long terme. Eh bien, tout cela est très intéressant. Well, that's all very interesting. But if we're told that this is all about Mais si l'on nous dit que tout cela vise à aider l'Ukraine à passer l'hiver, qu'est-ce que l'Allemagne va faire exactement pour l'y aider? help Ukraine Elle ne peut pas fournir à l'Ukraine des missiles intercepteurs de défense aérienne, parce qu'elle n'en a pas. because it doesn't have Enfin, elle en a probablement quelques-uns. Mais il semble qu'il y ait désormais une très forte résistance au sein de l'armée allemande à l'idée de s'en séparer. if Germany Car si l'Allemagne s'en séparait, it would elle se retrouverait elle-même entièrement sans défense face aux attaques aériennes. C'est un premier problème. help for you Apporter une aide à l'Ukraine en matière d'approvisionnement énergétique va être extrêmement difficile. Des pénuries d'énergie se profilent maintenant dans tout l'Occident. Comme je l'ai expliqué dans plusieurs émissions, les réserves de gaz à travers l'Europe sont aujourd'hui à des niveaux exceptionnellement bas. are now at exceptionally low levels. The German government, by the way, has now published Le gouvernement allemand, soit dit en passant, vient de publier une déclaration pour nous dire qu'il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Elle émane du ministère de l'économie. Elle affirme que, selon les données actuellement disponibles, aucune pénurie de gaz n'est attendue cet hiver. L'État devra peut-être intervenir. Et il est vrai que les réserves de gaz sont très faibles. Mais je cite, « Dans le même temps, la sécurité d'approvisionnement ne peut pas être évaluée uniquement à partir du niveau des stocks de stockage. Le gaz, disent-ils, est fourni par des gazoducs venant de Norvège, par des terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié et par les pays européens voisins. Quels pays européens voisins, exactement? Which neighbouring European nations precisely? As far as I'm aware, the only two major À ma producers connaissance, of gas les deux seuls grands producteurs de gaz naturel en Europe actuellement sont la Norvège et les Pays-Bas. Et ils ne peuvent évidemment pas, à eux seuls, compenser la perte des approvisionnements qui venaient autrefois de Russie. Pas du tout. from Russia. En réalité, comme nous le savons, l'Europe est devenue dangereusement dépendante des importations de GNL en provenance des États-Unis. Of LNG. Le ministère de l'économie nous dit de ne pas nous inquiéter, parce que le GNL, tout comme le gaz acheminé par gazoduc depuis la Norvège, reste, c'est l'une des ressources auxquelles l'Allemagne peut faire appel. Mais nous avons vu quantité d'articles, de rapports et de commentaires dans l'ensemble des médias spécialisés dans l'énergie qui disent que le GNL part de plus en plus vers l'Est, vers l'Asie, parce que les Asiatiques ont davantage de moyens et qu'ils achètent tout. Have deeper pockets and are buying all of it, or most of it, leaving only crumbs available. Ou la plus grande partie, ne laissant que des miettes à l'Europe. Economics Ministry then goes Quoi on qu'il to en say soit, at the same time le ministère de l'économie poursuit en disant « En même temps, il est également vrai que des niveaux de stock plus faibles réduisent la marge de sécurité en cas d'urgence. Par exemple, lors de vagues de froid prolongées, combinées à la défaillance d'infrastructures d'importation essentielles ou à de nouvelles perturbations sur le marché mondial du GNL. So it would be best Donc, apparemment, il serait préférable d'avoir des réserves d'énergie et de gaz plus élevées, peut-être des installations de stockage remplies à hauteur de 60 à 70%. Mais vous savez, si nous ne les avons pas, à condition qu'il n'y ait pas d'urgence, pas de défaillance des importations de GNL, par exemple, alors tout ira bien. LNG imports, for example, then we'll be fine. And then the article
Et puis, l'article poursuit, ou plutôt, la déclaration du ministère de l'économie poursuit. Une situation de marché tendue, avec des prix élevés, ne constitue pas encore une crise d'approvisionnement. La préparation de l'hiver relève, en principe, de la responsabilité des entreprises et des négociants en gaz. Des achats de gaz soutenus par l'État pourraient créer une demande artificielle, faire monter les prix et évincer les investissements privés dans le remplissage des stocks. En outre, il existe un risque que les acteurs du marché comptent sur l'intervention de l'État chaque fois que les niveaux de stock sont bas. Le gouvernement allemand prépare les mesures de réponse nécessaires afin qu'elles puissent être déployées rapidement et efficacement si la situation se détériore. Or, cette déclaration vraiment absurde, j'ai peut-être minimisé à quel point elle l'est totalement, contient en fait l'aveu crucial. Lorsqu'elle affirme qu'une situation susceptible d'entraîner une hausse des prix, une situation de marché tendue avec des prix élevés, ne constitue pas encore une crise d'approvisionnement, elle nous dit en un sens quelque chose de vrai. Mais évidemment, si les prix sont élevés, c'est parce que la matière première en question est très demandée et que ses disponibilités sont faibles. Autrement dit, une crise d'approvisionnement entraîne généralement des prix élevés. C'est tellement évident. Encore une fois, on est sidéré de devoir tout expliquer. Qu'une déclaration aussi extravagante puisse être publiée par le gouvernement allemand. Tout cela s'inscrit dans la continuité de ce que nous recevons de plus en plus du gouvernement Merz, qui doit être, disons-le, le pire gouvernement de l'histoire de l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, laissons de côté ce qui va se passer en Allemagne et en Europe pendant l'hiver. Étant donné que le marché est tendu, ce que le ministère allemand de l'économie reconnaît lui-même, comment vont-ils trouver du gaz et du diesel pour continuer à approvisionner l'Ukraine? Et n'oubliez pas que les armées fonctionnent au diesel. Encore une fois, je ne sais pas de quoi Wadephul compte parler pendant qu'il sera à Kiev. Mais si son objectif principal, en allant à Kiev, est d'aider les Ukrainiens à se préparer pour l'hiver, alors je ne vois pas comment il serait concrètement en mesure de faire grand-chose pour aider l'Ukraine à passer l'hiver. Il pourrait, comme les Européens, comme les Allemands, le font, injecter davantage d'argent dans le problème. Mais on voit qu'il y a déjà un déficit qui se creuse dans le budget de l'Ukraine. Et l'argent supplémentaire que l'Allemagne donnera, quel qu'il soit, sera-t-il ne serait-ce que suffisant? Et suffisant au juste pour faire quoi? L'argent, à lui seul, ne produit pas de gaz, de pétrole, de diesel, ni toutes ces choses-là. Il faut les produire, les transporter, et pour une partie du pétrole, les raffiner. Et tout cela fait partie d'un processus industriel dans lequel des biens doivent être produits. À lui seul, l'argent peut faire très peu de choses, si ce n'est, bien sûr, rendre un certain nombre de personnes extrêmement riches. Eh bien, voilà. C'est, me semble-t-il, la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'ai longuement évoqué, dans cette émission, les possibilités d'une crise financière mondiale. Et il est absolument certain que nous traversons une période très très difficile pour les finances mondiales. Et quand on parle des finances mondiales, évidemment, la situation dans l'Union européenne est très mauvaise. Mais on peut soutenir que l'épicentre de tout problème de ce type se trouve aux États-Unis. La dette publique, la dette de l'État américain, atteint désormais 40 000 milliards de dollars. Le gouvernement américain rencontre de plus en plus de difficultés à vendre sa dette, à vendre ses bons du Trésor. Nous avons vu les rendements obligataires augmenter aux États-Unis. Et d'ailleurs, pas seulement aux États-Unis. Cela commence à devenir un problème plus répandu dans l'ensemble de l'Occident. Nous avons vu les rendements obligataires commencer à grimper. Et sans aucun doute, le sentiment que les gouvernements de tout l'Occident sont incapables de maîtriser leurs dépenses
contribuent à ce problème. Restrained spending is contributing to this problem. In some respects, it is even more À certains égards, c'est encore plus urgent aux États-Unis qu'ailleurs. Parce que, comme moi-même et beaucoup d'autres l'avons souligné à de nombreuses reprises, les chiffres de PIB plus élevés que les États-Unis affichent par rapport à l'Europe et à certains autres endroits depuis 10 ans sont eux-mêmes, pour l'essentiel, ou du moins dans une très large mesure, le produit de davantage de dépenses publiques. Autrement dit, ces très importants déficits budgétaires auxquels les États-Unis sont confrontés, cette forte création monétaire, ces volumes considérables d'émissions de dette, quels que soient les problèmes qu'ils peuvent créer dans le système au fil du temps, produisent aussi à court terme une apparence de croissance du PIB plus élevée. Et sur cette base, l'illusion, si vous voulez, pas entièrement une illusion, mais l'apparence d'une croissance économique plus forte que ce que les réalités sous-jacentes de l'économie pourraient laisser entendre. C'est donc, sans aucun doute, un problème. On a le sentiment que les États-Unis entrent aujourd'hui dans une situation où la dette augmente si vite depuis si longtemps que le gouvernement est obligé d'emprunter pour payer les intérêts, pas même le principal, de la dette qu'il a déjà émise. Le paiement des intérêts sur la dette existante dépasse apparemment déjà les programmes de dépenses militaires des États-Unis, qui sont pourtant déjà gonflés. Il n'est donc pas surprenant que tout cela suscite de l'inquiétude et de la tension sur l'ensemble des marchés financiers et que les traders obligataires commencent à s'inquiéter. Il y a toutefois, et il faut le dire, une raison immédiate à tout cela, qui va effectivement au-delà de toutes les choses dont les gens ont parlé. Les dépenses plus élevées que Donald Trump a engagées cette année, au cours des 2 dernières années, les fortes dépenses de l'administration Biden, avant cela, le budget de la défense gonflé, la grande et belle loi, peut-être mal conçue, que le Congrès a adoptée il y a quelques mois. Je pense qu'il y a des problèmes plus urgents. D'abord, il y a la question des marchés de l'énergie, le fait que le Golfe, le détroit d'Ormuz, reste fermé. Le gouvernement américain a dit aux gens que certains pétroliers avaient traversé le détroit d'Ormuz. Ils l'ont répété à de nombreuses reprises. Beaucoup de gens ont du mal à trouver quels sont ces pétroliers. Peut-être que certains pétroliers parviennent effectivement à passer le détroit d'Ormuz sous le nez des Iraniens. Mais cela ne peut pas se faire à une échelle vraiment significative. Et pendant ce temps, le conflit entre les Saoudiens et les Houthis semble s'intensifier, ce qui entraîne une nouvelle série de problèmes. Il y a une fois encore un excellent article de Larry Johnson dans Sonar 21 qui expose la situation sur les marchés de l'énergie. Il souligne que les 2 grands amortisseurs qui ont empêché une flambée des prix du pétrole étaient premièrement la quantité de pétrole encore à bord de pétroliers en mer au moment où le détroit d'Ormuz a été fermé en mars. Ce pétrole a désormais été entièrement écoulé sur le marché. Ce tampon a donc complètement disparu. Le prélèvement sur les réserves, qui a vraiment commencé en avril, en mai, n'a peut-être pas tout à fait atteint son terme, mais il s'en approche inévitablement. Nous constatons de fortes hausses du prix du diesel. J'ai aussi lu un autre article. En raison de la mauvaise infrastructure énergétique au Venezuela, le pays ne peut pas expédier la quantité de pétrole brut lourd dont les raffineries des États-Unis ont besoin pour produire du diesel et du carburant d'aviation. Certains rapports indiquent que des pétroliers doivent attendre 30 jours, parfois jusqu'à 30 jours, que les infrastructures au Venezuela fonctionnent suffisamment pour qu'ils puissent se charger du brut lourd qu'ils doivent transporter aux États-Unis.
Il y a donc ce problème majeur sur les marchés de l'énergie qui semble devoir s'aggraver. Cela aura inévitablement un impact considérable sur les économies occidentales. Mais au-delà de cela, il y a l'autre grande question. Une armée sursollicitée, une stratégie géopolitique étirée à l'excès qui cherche à affronter les Russes, les Iraniens et les Chinois, tous en même temps. Il n'y a pas assez de ressources pour faire cela. Mais le système politique à Washington et en Europe refuse de reconnaître cette réalité, de faire des choix et de définir des priorités. Cela étant dit. Now, having said all of this, there have been so many instances when a financial crisis Il y a eu tant de fois où une crise financière semblait se profiler à l'horizon et où, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis ont réussi à s'en sortir. Et avec Scott Bessent, ils ont peut-être le secrétaire au Trésor qui a les sombres compétences nécessaires pour faire bouger les marchés et y parvenir. J'en doute, cela dit. Au contraire, je pense que sa crédibilité s'effrite de plus en plus. Mais quoi qu'il en soit, et pour cette raison, je ne peux pas, personnellement, affirmer qu'il est absolument certain, indiscutable, que nous allons bientôt connaître une crise financière. À l'automne, comme je l'ai dit, j'ai déjà été là trop souvent. J'ai vu trop de prédictions assurées, annonçant cela. J'ai vu des situations qui semblaient rendre une crise financière inévitable, et puis, d'une manière ou d'une autre, elle ne se produit pas vraiment. Eh bien, pour cette raison, moi, désormais, je fais très attention. J'ai appris à faire très attention avant de fixer une date. Tôt ou tard, je n'ai aucun doute là-dessus. Il y aura un règlement de compte financier. Peut-être, probablement, cet automne. Mais Bismarck a dit un jour, et apparemment il l'a vraiment dit, que Dieu accorde une providence particulière aux imbéciles, aux ivrognes et aux États-Unis d'Amérique. Et qui peut affirmer que cet ange gardien qui a protégé les États-Unis, cette chance des États-Unis à laquelle Bismarck faisait allusion, qui peut dire avec certitude que dès cet automne, elle est réellement épuisée. Tôt ou tard, elle s'épuisera. Une personne chanceuse, du moins c'est ainsi que je l'ai toujours vue, c'est quelqu'un qui sait quelle part laisser au hasard. Les États-Unis ne semblent pas, pour le moment, avec leur gouvernement actuel, comprendre cela. Et je vais simplement conclure en disant que si la crise financière survient effectivement, alors très rapidement, nous verrons non seulement ses répercussions affecter la situation en Ukraine, mais aussi, dans ce cas, une accélération très rapide de la chute de l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, c'est ici que je vais conclure l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes, Locals, Rumble, X et Substack. Vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribestar, ainsi qu'en vous rendant dans notre boutique. Les liens sont sous cette vidéo. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Passez une excellente journée. That's me for today. More from me soon. Have a very good day.